patients médecins et les résultats cliniques à long terme. Ensuite, je vais présenter au moins une étude qui a tenté d'identifier le facteur spécifique ou au moins un facteur qui explique les effets bénéfiques de la concordance linguistique patient-médecin sur les résultats de santé à long terme. Euh, alors, avant de procéder, je vais faire une courte introduction par rapport à la situation linguistique minoritaire au Canada. On sait qu'il y a environ 10 millions de Canadiens qui vivent en situation linguistique minoritaire, que nous définissons comme étant toute situation quand une personne vit dans une région du pays où leur langue primaire n'est pas la langue majoritaire. Alors, on inclut habituellement les anglophones au Québec, les francophones hors Québec et tous ceux qui parlent une langue autochtone ou allophone. Les données du recensement de Statistique Canada suggèrent que la proportion de Canadiens qui vivent en situation linguistique minoritaire continue d'augmenter. Alors, quand on regarde les données du recensement de 2016-2021, il y a une augmentation d'environ 2 à 3 On sait aussi que les patients qui vivent en situation linguistique minoritaire reçoivent souvent des soins de santé qui sont inférieurs au niveau de la qualité et de la sécurité. Cependant, peu d'études ont mesuré l'impact de la concordance ou de la discordance linguistique entre patients et médecins. Durant cette présentation, je vais utiliser le terme concordance linguistique pour décrire toute interaction entre patient et médecin où le patient est traité dans sa langue de préférence, alors que je vais utiliser le terme discordance linguistique pour décrire toute interaction entre patient et médecin où le patient est traité dans une langue autre que sa langue de préférence. Puis moi, je pense que c'est très important de faire la distinction entre la langue du patient et l'environnement linguistique, parce que la langue du patient, c'est une variable qu'on ne peut pas modifier, mais l'environnement dans lequel on traite un patient et la langue dans laquelle on offre des services, évidemment, ça peut être modifié. Notre groupe a effectué des analyses au cours des dernières quelques années avec des bases de données administratives en Ontario, surtout avec les services à domicile, les foyers de soins de longue durée. Et on a trouvé des disparités au niveau concordance linguistique, donc les patients qui reçoivent des soins à domicile ou qui sont en soins de longue durée vont souvent avoir des meilleurs résultats cliniques quand ils reçoivent des soins qui sont concordants au niveau linguistique. Cependant, la majorité de ces études ont examiné des résultats cliniques à court terme, comme des visites à l'urgence, des hospitalisations, des événements adverses en milieu hospitalier. Et il y a très peu d'études au Canada ou aux États-Unis qui ont été effectuées utilisant une approche longitudinale pour déterminer l'impact de la concordance linguistique sur les résultats cliniques à long terme. Alors, je vais parler un peu de la variable linguistique avant de passer aux études, parce que la variable linguistique, c'est évidemment la variable la plus importante pour les études de recherche que je vais présenter par la suite. Euh, on a fait beaucoup de travail en Ontario avec les bases de données administratives. Il y a environ 25 bases de données qui capturent la langue du patient, dont le système d'information sur les soins de longue durée, le système d'information sur les services à domicile et le système d'information ontarien sur la santé mentale. Et un de mes collègues, Ricardo Battista, a effectué une analyse où il a pris les informations dans les bases de données administratives, puis les a liées à les données de Statistique Canada pour aller voir ben, les variables linguistiques qu'on recueille dans les hôpitaux puis dans nos bases de données administratives. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le concept qu'on a dans nos bases de données administratives, est-ce que c'est plutôt la langue maternelle, la langue parlée à la maison ou autre? Alors, ce que Ricardo a fait, comme j'ai dit, c'est il a comparé les variables linguistiques dans les bases de données administratives aux données de Statistique Canada. Puis Ricardo a conclu que la langue parlée le plus souvent à la maison a la plus forte corrélation avec la langue de préférence qui est capturée, au moins dans les bases de données administratives en Ontario. Alors, dans les études que je vais présenter dans les prochaines diapositives, je vais utiliser la langue parlée le plus souvent à la maison pour déterminer la langue de préférence. Ensuite, un petit mot par rapport à l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, qui est la base de données principale que j'ai utilisée pour les études que je vais présenter dans quelques diapos.
L'étude sur la santé dans les collectivités canadiennes ou le SCC, c'est une enquête annuelle qui a été effectuée par Statistique Canada depuis 2001. Le SCC recueille des données sur le profil démographique, les déterminants de la santé, l'état de santé et l'utilisation des services de santé sur environ 65 000 répondants par année, qui sont sélectionnés de façon aléatoire. Le champ de l'enquête inclut environ 97% de la population canadienne, mais exclut quelques groupes, dont les membres à temps plein des forces canadiennes, les personnes vivant en institution et les personnes vivant sur des réserves autochtones. Euh, le SCC recueille de nombreuses variables linguistiques, dont la langue maternelle, qui est la première langue apprise que le répondant ou la répondante peut encore parler, et la langue parlée le plus souvent à la maison. Avant 2007, les répondants pouvaient seulement soumettre une langue pour la langue maternelle ou la langue parlée le plus souvent à la maison. Depuis 2007, les répondants peuvent soumettre jusqu'à trois langues. Comme j'ai mentionné plus tôt, la variable que j'ai utilisée pour les analyses que je vais présenter aujourd'hui, c'est la langue parlée le plus souvent à la maison. Et voici une liste des langues individuelles qui sont recueillies lors de l'ESCC. Puis on voit ici qu'il y a beaucoup de langues autres que l'anglais et le français, qui incluent des langues autochtones et des langues allophones aussi. À l'aide des langues individuelles et du regroupement que j'ai présenté sur la diapositive précédente, on peut créer quatre groupes linguistiques, soit anglais pour anglophones, français pour francophones, ensuite un groupe pour les répondants qui parlent une langue autochtone et un groupe pour les répondants qui parlent une langue allophone. Puis, je voulais aussi mentionner que Statistique Canada utilise une définition de allophone pour inclure tous ceux qui parlent une langue autre que l'anglais ou le français. Notre groupe de recherche, suite à des consultations avec des partenaires autochtones, on a décidé que c'était préférable de diviser le groupe allophone en deux. Donc, un groupe qui inclut les répondants qui parlent une langue autochtone et ensuite un groupe qui inclut les répondants qui parlent une langue allophone non autochtone. Alors, c'est l'approche que nous avons utilisée. Ensuite, une fois qu'on a la langue du patient, ben, pour être capable de parler de concordance ou discordance linguistique, il faut avoir la langue parlée avec le médecin. Le SCC, depuis 2003, demande aux répondants de préciser s'ils ont un médecin régulier et si oui, de préciser aussi la langue dans laquelle ils communiquent avec leur médecin. Voici la liste des langues qui sont disponibles. Alors, les répondants disent oui ou non, j'ai un médecin. Ensuite, s'ils disent oui, ben, ils ont le choix de sélectionner une des langues ici. Puis, il y a aussi une catégorie pour autres si la langue dans laquelle ils reçoivent des soins n'est pas inclue dans la liste que j'ai présentée ici. Alors, avec la langue du patient, la langue parlée avec le médecin, on peut finalement parler de concordance ou discordance linguistique. Et évidemment, la concordance linguistique patient-médecin, ça se produit quand la langue du patient et la langue parlée avec le médecin sont la même langue. Et la discordance linguistique patient-médecin, ça se produit quand la langue du patient et la langue parlée avec son médecin sont différentes. Donc, avec les données de l'ESCC, on peut ensuite lier des cohortes pour aller chercher des résultats cliniques dans des bases de données administratives. Donc, l'ESCC a été lié au Système national d'information sur les soins ambulatoires qui identifie les visites à l'urgence, la base de données sur les congés des patients qui identifie les hospitalisations, le Registre canadien du cancer qui identifie tous les diagnostics de cancer et la base canadienne de données de l'état civil décès qui identifie tous les décès. Et cette liaison a été effectuée jusqu'à la fin de 2017. Alors, grâce à cette base de données qui a été liée par Statistique Canada, on peut aller chercher des gens qui ont répondu à l'ESCC en 2003, 2004, 2005, 2006, puis on peut les suivre jusqu'au 31 décembre 2017 pour aller voir est-ce qu'ils ont eu des visites à l'urgence, hospitalisation. Et c'est cette approche-là que nous avons utilisée pour
les études que je vais présenter maintenant. Alors, la prochaine étude ou la première étude que je vais présenter aujourd'hui, c'est une étude qui porte sur l'hypertension. L'hypertension est une maladie chronique qui affecte environ un tiers des patients dans les pays développés, incluant le Canada, et c'est le facteur de risque le plus important pour la mortalité cardiovasculaire dans les pays développés. Euh, il y a quelques études aux États-Unis, surtout avec des patients hispanophones avec diabète ou dyslipidémie, qui ont démontré que ceux qui sont traités euh, dans leur langue primaire, soit espagnol, ont un meilleur contrôle de leur taux de sucre et de leur niveau de cholestérol. Cependant, il n'y a pas d'études semblables qui ont été effectuées au Canada et de plus, même les études qui ont été effectuées aux États-Unis, ils vont aller chercher des résultats cliniques qui sont à, encore une fois, court terme. Donc, ils vont aller voir taux de sucre, niveau de cholestérol, mais ils ne vont pas aller voir si dans 5 ans ou 10 ans, on a des différences au niveau de maladies cardiovasculaires. Puis c'était précisément l'objectif de ce projet, c'était de déterminer l'association entre la concordance linguistique patient-médecin et un nouveau diagnostic d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs. Voici un schéma qui résume un peu notre plan d'analyse. Alors, la variable principale, c'était la concordance linguistique patient-médecin et le résultat clinique primaire, c'était nouveau diagnostic de événements cardiovasculaires indésirables majeurs. Et grâce aux données de l'ESCC, nous étions capables d'ajuster pour une longue liste de variables qui sont indiquées sur le coin gauche de la diapositive. Événement cardiovasculaire indésirable majeur, ça veut dire qu'un patient euh, a un des quatre résultats cliniques suivants, soit hospitalisation pour syndrome coronarien aigu, hospitalisation pour insuffisance cardiaque, hospitalisation pour accident vasculaire cérébral ou mortalité cardiovasculaire. Puis ces informations-là sont toutes retrouvées dans deux bases de données, soit la base de données sur les congés des patients et la base canadienne des données de l'état civil décès. On a des codes diagnostiques pour chacun de ces résultats cliniques-là. Voici la cohorte, et j'aurais dû mentionner plus tôt que la base de données pour les hospitalisations inclut des données pour toutes les provinces, tous les territoires, sauf pour le Québec. Alors malheureusement, la cohorte que j'ai ici euh, exclut les répondants provenant du Québec. Mais nous avons environ 115 000 patients qui parlent anglais à la maison, presque 5 000 patients qui parlent français à la maison, seulement 325 qui parlent une langue autochtone et un peu plus de 5 000 qui parlent une langue allophone. Euh, Environ 4 600 répondants ne pouvaient pas être classifiés, soit parce qu'il y avait des données manquantes, parce que les répondants parlaient plusieurs langues à la maison. Donc, par exemple, s'ils parlaient anglais et français, ben, on ne pouvait pas les mettre dans le groupe anglophone ou francophone. Ou parce que la langue qu'ils parlaient était une langue autre, puis on n'était pas capable de déterminer si c'était une langue autochtone ou une langue allophone. Donc, voici les quatre groupes et un peu plus d'informations par rapport aux soins qui étaient soit concordants ou discordants. Alors, si on commence à la gauche, on a le groupe anglophone et c'est pas surprenant que 95% environ reçoivent des soins en anglais parce que cette cohorte-ci est une cohorte qui est hors Québec où la majorité des soins sont disponibles en anglais. Le groupe de patients francophones, encore une fois, hors Québec, environ 2 tiers ont un médecin et reçoivent des soins concordants, donc ils parlent français avec leur médecin. Environ 1 tiers ont un médecin, mais reçoivent des soins discordants, donc ils parlent anglais avec leur médecin. Le troisième groupe, le groupe de répondants qui parlent une langue autochtone, on voit que presque 60% n'ont pas de médecin. Alors, c'est une disparité qui est très différente quand on compare aux autres groupes linguistiques. Puis on voit aussi que le pourcentage de répondants qui parlent une langue autochtone, qui reçoivent des soins concordants, est très petit. Donc, le groupe en vert représente environ 5%. Finalement, à la droite, on a le groupe qui parle une langue allophone à la maison.
on voit qu'environ un tiers ont un médecin, reçoivent des soins concordants, environ deux tiers ont un médecin, mais reçoivent des soins discordants, et environ 5% n'ont pas de médecin. Donc, les analyses que je vais présenter sur les prochaines diapos euh, vont comparer les patients francophones qui reçoivent des soins concordants aux patients francophones qui reçoivent des soins discordants. Et aussi, je vais présenter les résultats pour les analyses pour les allophones. Et encore une fois, je vais comparer les patients allophones qui reçoivent des soins concordants aux patients allophones qui reçoivent des soins discordants. Donc, voici notre courbe de survie. Donc, ça, c'est pour les patients francophones. Puis, le résultat clinique principal, c'était événement cardiovasculaire indésirable. En noir, on a les patients francophones qui reçoivent des soins concordants et en rouge, on a les patients francophones qui reçoivent des soins discordants. On voit que les deux courbes sont très semblables et en fait, il n'y a pas de différence significative. Pour le groupe allophone, on voit qu'il y a clairement une différence. Alors, en noir, on a encore une fois les patients allophones qui reçoivent des soins concordants et en rouge, les patients allophones qui reçoivent des soins discordants. Et on voit que la barre noire, elle est plus haute que la barre rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de patients allophones qui reçoivent des soins concordants qui n'ont pas eu un événement cardiovasculaire comparé aux patients allophones qui reçoivent des soins discordants. Et le schéma ici, ça résume encore une fois comment on est capable de prendre un patient puis de le suivre sur une période de 5 ans. C'est parce que les données de l'ESCC ont été jumelées aux données pour hospitalisation et pour mortalité. Ensuite, un autre résultat clinique qu'on a examiné dans cette étude ici, c'était la mortalité toute cause. Alors, pour les francophones, encore une fois, noir, c'est concordant, rouge, c'est discordant. On voit qu'il y a une légère différence. Donc, quand on regarde à 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben, le groupe de francophones en noir, celui qui reçoit des soins concordants, semble être un peu plus élevé que le groupe en rouge qui reçoit des soins discordants. Donc, il semble y avoir euh, un peu plus de francophones qui sont encore en vie à 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le groupe concordant comparé au groupe discordant. C'est pas significatif, donc la valeur P c'est 0,08. On dit que c'est significatif quand c'est moins que 0,05, mais c'est quand même une différence qui est intéressante, puis je vais revenir puis je vais en parler un peu plus dans quelques minutes. Pour le groupe allophone, on voit qu'il y a des différences très claires, encore une fois, et cette fois-ci pour la mortalité toute cause. On voit que les patients allophones qui reçoivent des soins concordants ont moins de décès, donc une meilleure survie, comparé aux patients allophones qui reçoivent des soins discordants. Ensuite, on a passé à des analyses de régression. Donc, on a ajusté pour la longue liste de variables qui se retrouvent sur le côté droit de la diapo pour essayer de calculer le risque euh, d'avoir un événement cardiovasculaire en fonction de la concordance ou discordance linguistique. Alors, pour les patients francophones, il n'y avait pas de différence, puis c'est pas surprenant parce que je vous ai déjà dit, puis je vous ai déjà montré sur une des diapositives que les deux courbes étaient très semblables. Pour le groupe allophone, on voit que oui, il y a une différence significative, puis les patients qui recevaient des soins concordants, ben, leur risque d'avoir un événement indésirable cardiovasculaire était 36% plus bas comparé aux patients allophones qui recevaient des soins discordants. On a aussi fait des analyses sous-groupes pour les patients francophones et allophones. Et je présente ici les résultats des analyses sous-groupes pour les patients allophones. Puis j'aimerais me concentrer sur un des sous-groupes, soit le sous-groupe qui a été fait en fonction de la connaissance de l'anglais. Je voulais faire cette analyse sous-groupe parce que dans la littérature, surtout la littérature qui provient des États-Unis, on parle souvent de low English proficiency. Dans les études américaines, il semble penser que ce terme-là ou le concept d'avoir une compréhension de l'anglais est important puis est associé à des résultats cliniques. Mais moi, je pense que la langue de préférence du patient et la concordance linguistique, c'est deux concepts qui sont beaucoup plus importants que la connaissance de l'anglais. Et c'est effectivement ce qu'on a été capable de démontrer ici. Donc, si tu as un patient qui parle Punjabi, russe ou autre langue allophone,
Si cette personne-là reçoit des soins dans sa langue, ben, son risque d'avoir un événement cardiovasculaire est beaucoup plus bas comparé à si cette personne-là aurait reçu des soins dans une langue autre que sa langue de préférence. Et cet effet-là est la même, peu importe si le patient parle anglais ou non. Alors, je pense que, encore une fois, ça suggère que c'est vraiment la langue du patient et la concordance linguistique qui sont les deux facteurs les plus importants et non la connaissance de l'anglais. Alors, pour résumer ce qu'on a trouvé ici, les disparités les plus grandes sont observées pour les répondants qui parlent une langue autochtone, avec environ 60% qui n'avaient pas accès à un médecin. Des différences significatives pour les allophones. La littérature suggère que les effets pourraient être expliqués par une meilleure compréhension des renseignements médicaux, plus de conseils offerts par rapport aux traitements non pharmacologiques, plus de prescriptions de médicaments selon les lignes directrices. Mais je pense que c'est encore une question ouverte. Ensuite, pour les patients francophones, on a vu qu'il n'y avait aucune différence significative. Et moi, j'ai quelques explications pour ce résultat. Numéro un, environ 2 tiers des patients francophones recevaient des soins concordants, alors que c'était seulement environ 1 tiers des patients allophones qui recevaient des soins concordants. Donc, il est possible que la majorité des francophones qui veulent des soins en français ou ont besoin des soins en français, ben, ils sont effectivement capables d'avoir accès à des soins en français. Alors, ce que j'essaie de dire ici, c'est que ben, peut-être qu'on réussit d'offrir assez de soins en français, au moins en milieu de soins primaires, qu'il n'y a pas assez de francophones au niveau de la population qui ne reçoivent pas de soins en français. Donc, quand on fait des analyses, ben, c'est difficile de voir des différences. Aussi, il y a beaucoup où il y a toujours une possibilité de classification erronée. Et je pense que c'est quelque chose qui se produit un peu plus pour les populations francophones hors Québec, où il va peut-être y avoir des patients qui ont une langue maternelle français, mais parlent anglais à la maison parce que leur conjointe parle anglais. Et des problèmes de classification comme ça, ben, ça devrait biaiser les résultats en faveur de l'hypothèse nulle. Alors, ça veut dire que si l'effet est vraiment 10-15%, avec la classification, l'effet va être euh, moins. La prochaine étude que je voulais présenter ici, c'était une analyse de médiation pour essayer d'identifier les facteurs qui expliquent les effets bénéfiques de la concordance linguistique patient-médecin. Donc, dans le domaine de l'hypertension, ben, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des différences au niveau de l'utilisation des médicaments antihypertenseurs? Et si oui, est-ce que ça peut expliquer des différences qu'on a vues au niveau de maladies cardiovasculaires? Alors voici un schéma qui est très semblable à celui que j'ai présenté plus tôt, sauf qu'on a ajouté une variable, soit l'utilisation des médicaments antihypertenseurs. Alors voici nos analyses de régression. Puis on a trouvé que la probabilité de prendre un médicament antihypertenseur était légèrement plus élevée chez les patients qui recevaient des soins concordants, mais cette différence-là n'était pas significative. On a fait des analyses un peu plus complexes pour essayer d'expliquer quel pourcentage de la différence en termes de maladies cardiovasculaires était expliqué par des différences pour l'utilisation de médicaments antihypertenseurs et on a trouvé que c'était essentiellement zéro. Alors oui, on a vu des différences au niveau de maladies cardiovasculaires, surtout pour les populations allophones, mais cette différence-là ne semble pas être expliquée par des différences au niveau de l'utilisation de médicaments antihypertenseurs. Alors, notre groupe travaille présentement sur quelques projets semblables qui étudient d'autres maladies chroniques comme anxiété, dépression, diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, maladie pulmonaire obstructive. Et j'ai déjà des résultats préliminaires pour diabète et maladie pulmonaire obstructive qui sont très, très semblables aux résultats que je viens de présenter. Alors là, j'aimerais passer à une deuxième étude et celle-ci porte sur la mortalité toute cause.
Alors, plus tôt, je vous ai montré une courbe de survie pour les francophones où il semblait y avoir des différences, mais non significatives pour la mortalité toute cause. Alors, moi, je voulais investiguer cette question avec un peu plus de détails. Euh, donc, il y a plusieurs revues systématiques qui ont été effectuées dans ce domaine et la majorité des revues systématiques ont conclu qu'il n'y a pas assez de données pour dire si oui ou non la concordance linguistique a un impact sur la mortalité. Puis une des raisons qu'on n'a pas beaucoup de données par rapport à la mortalité, c'est que c'est quelque chose qui peut être difficile à- à investiguer. Alors, pour répondre à cette question, tu dois, numéro un, avoir la langue du patient, la langue parlée avec son médecin, et ensuite, tu dois être capable de suivre le patient pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans pour voir si, il y a des différences au niveau de la mortalité dans un groupe comparé à un autre groupe. Et c'était l'objectif de la présentation ou de ce projet de recherche, de déterminer l'association entre la concordance linguistique patient-médecin et la mortalité auprès d'une population canadienne. Alors, encore une fois, j'ai un diagramme ici qui est très semblable à celui que j'ai présenté pour les études sur l'hypertension. On se concentre sur la concordance linguistique patient-médecin, mais cette fois-ci, au lieu d'aller chercher des événements cardiovasculaires, on va aller identifier la mortalité toute cause et aussi la mortalité par cancer et mortalité par maladie cardiovasculaire. La cohorte qu'on a été capable de créer était évidemment beaucoup plus grande que celle que j'ai présentée auparavant parce que la cohorte que j'ai présentée pour les études sur l'hypertension incluait seulement les patients qui avaient un diagnostic d'hypertension, qui est environ 25 à 30 de la population. Alors, si on regarde ben, tous les patients, non seulement ceux qui ont l'hypertension, on a une cohorte qui est environ 3 fois plus grande. On avait un peu plus de 7000 patients anglophones et parce qu'on examinait la mortalité, on avait accès à ces données-là au Québec. Alors, vous vous souvenez, j'avais dit qu'au Québec, on n'a pas accès aux données pour les hospitalisations, mais pour la mortalité, oui, on est capable d'avoir accès à cette information-là. On avait un peu plus de 16 000 patients francophones, un peu moins de 2000 patients qui parlaient une langue autochtone et un peu plus de 25 000 qui parlaient une langue allophone. Encore une fois, notre approche était très semblable à celle que j'ai présentée dans les diapositives précédentes. On a pris des patients qui ont été inclus dans le SCC de 2003 à 2014 et on les a suivis jusqu'au 31 décembre 2017. Et le résultat clinique primaire, c'était la mortalité toute cause. Et on s'est aussi intéressé à la mortalité par cancer et la mortalité par maladie cardiovasculaire, qui sont les deux causes de décès les plus communs. Voici nos résultats pour les patients francophones. Alors ici, on voit que pour les résultats cliniques primaires, on avait des différences significatives. Alors, les patients francophones qui recevaient des soins en français, leur risque de décès durant la période de cette étude était 11% plus bas comparé aux patients francophones qui recevaient des soins discordants. On a vu des différences au niveau de mortalité par cancer ou par maladie cardiovasculaire qui étaient non significatives, mais quand on a mis tout ça ensemble et on a examiné la mortalité de toute cause, on a vu que oui, effectivement, il y avait une différence significative. On a aussi répliqué cette étude avec la langue maternelle. Alors, la figure en haut, elle démontre les résultats de nos analyses avec la langue parlée le plus souvent à la maison, alors que la figure en bas nous montre les résultats des analyses avec la langue maternelle. Et on voit que les résultats sont presque identiques. Alors, quand on sert de la langue maternelle au lieu de la langue parlée le plus souvent à la maison, on voit que le risque de mortalité est 12% au lieu de 11%, 12% plus bas pour les patients qui reçoivent des soins
concordants comparé aux patients qui reçoivent des soins discordants. Alors, les analyses que je présente ici, c'est tous des patients francophones qui sont définis soit selon la langue parlée le plus souvent à la maison ou la langue maternelle. Et on compare ceux qui reçoivent des soins concordants à ceux qui reçoivent des soins discordants. Ensuite, on a effectué les mêmes analyses pour les patients allophones et on a encore une fois trouvé des résultats qui étaient très significatifs en utilisant les deux définitions, soit la langue parlée le plus souvent à la maison et la langue maternelle. Ensuite, nous avons effectué des analyses sous-groupes pour déterminer si cette association qu'on voit au niveau de la mortalité est plus importante ou moins importante pour certains groupes de francophones. Alors moi, je me demandais, est-ce que c'est tous les patients qui vont avoir un risque de mortalité plus bas? Est-ce que c'est plus important pour les patients âgés, pour les patients plus jeunes, hommes, femmes? On a fait des analyses avec ces variables-là. J'ai oublié d'ajouter la région géographique qu'on a aussi étudiée. Alors, on a fait des analyses avec territoire, province de l'Ouest, Ontario, province maritime. Et pour toutes ces variables-là, il n'y avait pas de différence. Alors, cette association qu'on avait identifiée entre la concordance linguistique et la mortalité, elle semble être une association qui s'applique à tous les patients, peu importe le profil démographique. Alors, pour résumer les études que je viens de présenter, la concordance linguistique patient-médecin est associée à une meilleure survie toute cause pour les francophones hors Québec et les allophones partout au Canada. Cette étude suggère que la taille de l'échantillon dans l'étude portant sur les patients avec hypertension était peut-être trop petite pour détecter des différences significatives chez les francophones. Toutefois, cette deuxième étude met en évidence une association claire entre la concordance linguistique patient-médecin et la survie toute cause. Lorsque nous étudions la population générale, peu importe le profil démographique des patients. Alors, pour conclure, j'aimerais parler de quelques forces et faiblesses de ces études. Ensuite, je vais m'assurer de laisser quelques minutes pour des questions. Euh, une des forces des études que je viens de présenter, c'est que la variable linguistique, elle est déclarée par les répondants. On a aussi accès à la langue parlée avec le médecin. Et ça, c'est une variable qui est habituellement pas disponible dans les bases de données administratives. Ensuite, euh, les données que nous avons utilisées sont objectives et viennent de l'ESCC, qui est un sondage organisé par Statistique Canada et aussi par des bases de données qui sont maintenues par l'Institut canadien de l'information sur la santé. Nous étions aussi capables d'ajuster pour plusieurs variables dans nos analyses de régression. Comme dans n'importe quel projet de recherche, il y a toujours des faiblesses. Donc, la langue de préférence n'est pas connue avec certitude, mais je pense que le fait qu'on a trouvé des résultats très semblables avec langue parlée le plus souvent à la maison et la langue maternelle, ça suggère que oui, il y a bel et bien une association entre la concordance linguistique pour les communautés linguistiques minoritaires parce qu'on a trouvé les mêmes résultats avec deux définitions qui sont un peu différentes. Ensuite, c'est impossible de classifier les répondants qui parlent plus d'une langue à la maison et on ne peut pas ajuster pour l'utilisation de services d'interprétation. OK. Alors, la dernière section, c'est cette fameuse question «Et alors?» Alors, quand je présente ces études à des conférences, les gens veulent toujours savoir ben, comment est-ce qu'on va utiliser cette information-là pour améliorer la santé des communautés linguistiques minoritaires. Puis, numéro un, je pense que le plus important, c'est améliorer la collecte de données pour la langue de préférence des patients. Alors, je sais que Société Santé en français travaille très fort pour avoir la langue de préférence des patients sur la carte santé. Puis ça se fait à l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, territoire du Nord-Ouest. Et on me dit que là, au Manitoba, on a aussi une carte santé
qui est maintenant disponible avec la langue de préférence. Alors moi, j'habite en Ontario. Maintenant, j'ai pas de carte santé au Manitoba, mais je planifie revenir au mois de juin, juillet et j'ai hâte d'avoir cette nouvelle carte santé. Cette information est importante parce que elle facilite l'accès à des soins concordants au niveau linguistique, par exemple, en essayant de jumeler un patient qui parle une langue spécifique à un médecin qui parle aussi cette même langue. Ensuite, la deuxième composante, c'est toujours être capable d'identifier les médecins qui parlent une langue autre que l'anglais quand on parle d'une situation hors Québec. Cette collecte de données se fait déjà dans plusieurs provinces, mais la qualité des données est variable. Il y a beaucoup de données manquantes. Mais si tu vas sur le site web du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, tu peux faire une recherche. Puis tu peux aller voir euh, s'il y a des médecins qui parlent une langue spécifique. Puis ce système-là est présentement utilisé par euh, le service Trouver un médecin. Alors, si tu n'as pas un médecin, ben, tu peux appeler et tu peux voir s'il y a un médecin qui parle une langue spécifique qui accepte des nouveaux patients. Puis moi, j'ai déjà utilisé ce service-là pour des patients qui étaient admis à l'hôpital et qui n'avaient pas de médecin et j'étais effectivement capable de leur trouver un médecin qui parlait leur langue. Puis je voulais parler un peu plus des projets spécifiques que je planifie pour les prochaines quelques années, une fois que je vais être de retour au Manitoba. Donc, en néphrologie, qui est le département que je vais joindre quand je reviens ici, on a trois sites à trois hôpitaux différents, 33 néphrologues, il y en a 5 qui spécialisent en greffe, qui reste 28. Puis 11 des 28 néphrologues parlent plusieurs langues, 10 langues en tout, incluant français et 9 langues allophones. Mais maintenant, il n'y a pas de système pour essayer de jumeler des patients qui sont référés au département de néphrologie à un néphrologue qui parle la langue du patient. J'en ai parlé à quelques médecins dans le département de néphrologie, puis on essaie de créer un système où on peut identifier les patients qui sont référés au département de néphrologie, identifier la langue de préférence de ces patients-là, et ensuite de voir s'il y a un médecin qui peut parler la langue du patient pour augmenter le pourcentage de patients qui reçoivent des soins concordants. Alors, je sais que je suis proche de la fin du temps qui est alloué à cette présentation. Alors, je pense que je vais finir ici, mais je voulais remercier les différentes institutions et organismes qui ont contribué à cette recherche, incluant l'Université d'Ottawa, l'Institut du Savoir-Montfort, l'Université du Manitoba, l'Université de Moncton, euh, l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa et ICES, ainsi que les collaborateurs qui ont contribué. Alors, je vous remercie pour votre attention et ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation très intéressante et très complète. Elle est tellement complète que vous avez anticipé toutes les questions que j'avais préparées pour vous et qui avaient déjà eu réponse dans la présentation. Une fois n'est pas coutume. Donc là, je vais me tourner vers le public, mais auparavant, je voudrais signaler quand même une remarque donc de ma collègue Lise Richard qui dit que la carte de santé du Yukon aussi fait référence donc à la langue qui est préférée par le patient. Donc, je pense que nous avons une question ici, ou plutôt une... Ah oui, une question. Donc, Monsieur Alan Katz, qui dit, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante, Dr. Guillaume. Dans votre étude, vous définissez les soins linguistiquement concordants. Est-ce que vous incluez tous les médecins, y compris les spécialistes, ou bien les médecins de famille à l'exclusion des spécialistes, ou une autre catégorie de médecins? Oui, c'est une bonne question. Dans le SCC, donc, il demande avez-vous un médecin régulier? Donc, c'est le répondant qui dit oui, j'ai un médecin régulier. Ensuite, ils vont demander si on va demander de préciser quelle langue le répondant parle avec son médecin. Alors, je pense que la majorité des interactions qu'on a identifiées dans cette base de données, ça serait avec des médecins de famille. C'est pas parce que c'est plus ou moins important qu'un médecin spécialiste, mais la façon que la question avait été posée, je pense qu'elle va vraiment
aller chercher les interactions plutôt en soins primaires. Merci. Alors, une deuxième question toujours de Monsieur Alan Katz. Est-ce que les infirmières praticiennes ont-elles été incluses dans votre étude? C'est une bonne question, encore une fois. La réponse est non, juste parce que la façon que la question a été posée, ça dit médecin régulier. Mais je sais que le SCC, à partir de 2015, ils ont changé leur question. Donc, avant 2015, c'était avez-vous un médecin? Puis à partir de 2015, la question c'est avez-vous accès à des soins primaires? Puis ceci peut inclure médecin, infirmier, euh, infirmière praticienne. Alors, si on fait des études avec les données plus récentes, dans quelques années, quand on va avoir accès à assez de données, je pense que ces études-là vont inclure médecins et infirmiers et infirmières praticiennes. Merci beaucoup, Michael. Donc, je vois beaucoup de commentaires et de réactions qui disent qui soulignent l'excellence de la présentation et que donc il y a pas mal de gens qui doivent partir, mais j'ai quand même une petite question pour vous. Euh, Si vous me permettez, dans une seconde, quel levier pourrait-on activer pour favoriser la concordance linguistique sans alourdir la pression sur les effectifs médicaux? Ouais, non, c'est une bonne question. Donc, je sais qu'il y a des études aux États-Unis qui démontrent que la satisfaction des médecins, est meilleure dans des soins de concordance linguistique. Puis ça, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais quand j'essaie de convaincre mes collègues en médecine qu'on devrait offrir plus de soins de concordance, je dis, comme la majorité des médecins, eux autres, aiment ça. Comme si tu vois un patient qui parle ta langue, habituellement, le médecin ou le patient aime recevoir ses soins, puis c'est habituellement une interaction qui est peut-être plus favorable. Puis souvent en médecine, on parle de burn-out, de stress, mais si tu peux avoir plus de relations avec des patients qui sont favorables, où il y a plus de satisfaction, ben, je pense que c'est quelque chose que on devrait essayer de faire. C'est quelque chose qui va aider le patient, mais qui peut aider le médecin aussi. Merci beaucoup, Michael. Donc, je vois que les gens commencent à partir parce que nous approchons quand même de 13 heures. Mais il y a quand même une autre question qui nous dit, est-ce que ces résultats ont-ils été publiés? Oui, les deux études sur l'hypertension ont été publiées. La troisième sur la mortalité toute cause n'a pas encore été publiée, non. Si Très vous bien. voulez, je peux envoyer les références pour les deux articles qui ont été publiés. Oui, je pense que ça sera très utile pour pas mal donc, de nos participants. Et donc, je me permets de vous rappeler l'enregistrement de ce webinaire ainsi que la présentation qui a été projetée seront disponibles sur le site de la Société de santé en français sous peu. Donc, restez à l'écoute. Et merci beaucoup, docteur Macurion, pour cette présentation et donc et pour ces études. Et j'espère que nous vous retrouverons bientôt dans un autre webinaire de la Société de santé en français. Merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.